Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. – 19h30 à Kinshasa, 1 heure de plus à Uvira, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, voici les 3 principaux titres de ce journal. Adolphe Muzito, VPM de budget, a défendu ce jeudi devant le Sénat le projet de loi de finances 2026. Le budget qui était initialement fixé à 20 milliards de dollars par le gouvernement a été relevé à 22 milliards après examen avec le FMI et amendement de l'Assemblée nationale. Vous aurez les détails dans ce journal. Et puis le gouvernement provincial du Sud Kivu a annoncé ce 11 décembre par son porte-parole que la ville de Baraka en territoire de Fizi devient provisoirement le chef-lieu de la province. Dans ses communiqués, le gouverneur Jean-Jacques Pourouzi dresse un bilan accablant de violences survenues dans plusieurs localités. On parlerait de 413 civils qui ont été tués. Et à l'international, les échanges commerciaux entre l'Afrique du Sud et les États-Unis connaissent une évolution paradoxale en 2025, alors que Washington multiplie les surtaxes et que l'accord préférentiel AGOA est arrivé à son terme. Les exportations sud-africaines vers le marché américain ont pourtant enregistré une croissance spectaculaire. On va débuter cette grande édition du journal télévisé par cette information. Détérioration de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo a été reçu ce jeudi par le président de la République, Félix Tshisekedi. Je pense que la communauté internationale est derrière vous. Le Rwanda est de moins en moins d'excuses pour justifier ses actions sur le terrain. Maintenant qu'il y a des accords de Washington, il est important que son garant s'impose pour le faire respecter, a déclaré Nicolas Berlanga Martinez au sortir de l'audience. Il faut rappeler que la situation sécuritaire et humanitaire s'est dégradée au Sud Kivu, particulièrement depuis l'entrée de la rébellion dans la ville d'Uvira. Et l'offensive du M23 dans le Sud Kivu, la chute d'Uvira et la réaction du groupe de contact international relancent le débat sur la capacité des États-Unis à stabiliser la région. Kinshasa appelle Washington à faire respecter les accords de paix, mais l'efficacité américaine reste discutée. José Junior Ouawa vient de basculer. L'entrée du M23 dans la ville stratégique d'Uvira a provoqué le repli des autorités congolaises vers Baraka et renforcé la crainte d'une régionalisation du conflit. Une offensive menée selon plusieurs partenaires occidentaux avec le soutien direct du Rwanda à quelques kilomètres seulement de la frontière burundaise. Face à cette escalade, les États-Unis et leurs partenaires du groupe de contact international ont exprimé une profonde préoccupation. Ils exigent l'arrêt immédiat des opérations offensives et le retrait des forces rwandaises de la RDC, comme le prévoit la résolution 2773 de l'ONU. Ils appellent également au respect des accords de Washington, signés début décembre entre la RDC et le Rwanda. Mais à Kinshasa, une question s'impose. Washington a-t-il réellement la capacité de faire pression sur Kigali? Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a rappelé que les États-Unis disposent d'un levier diplomatique majeur sur le Rwanda, un levier qu'ils jugent encore insuffisamment utilisé, car malgré les engagements, les M23 continuent de progresser et les drones d'attaque observés sur le terrain montrent une volonté d'escalade. Pour certains analystes, l'influence américaine est bel et bien réelle, mais reste limité par ses propres priorités stratégiques dans la région des Grands Lacs. Pour d'autres, Washington hésite à aller plus loin de peur de fragiliser sa relation historique avec Kigali. En attendant, ce sont des civils qui payent le prix de cette pression inachevée. Des milliers de déplacés parcourent déjà les routes d'Uvira et de Sangué
alors que les risques de confrontation directe entre le Rwanda et le Burundi n'ont jamais été aussi élevés. La RDC appelle à une action rapide. Reste à savoir si la diplomatie américaine pourra, cette fois-ci, réellement infléchir le cours du conflit. Restons toujours dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement provincial du Sud Kivu a annoncé dans un communiqué publié ce 11 décembre 2025 par son porte-parole et ministre de la Communication Bashizi Didier Kabi que la ville de Baraka en territoire de Fizi devient provisoirement le chef-lieu de la province. Dans ses communiqués, le gouverneur Jean-Jacques Pourouzi dresse un bilan accablant de violences survenues dans plusieurs localités, notamment Kamanyola, Katogota, Luvungi, Bouiguera, Luberizi, Moutaroulé, Lemera, Sangué et Kiliba jusqu'à Ouvira. Selon lui, 413 civils ont été tués par balles, grenades et autres engins explosifs, parmi lesquels de nombreuses femmes, des enfants et de jeunes. Didier Ilunga. Qui traverse l'esprit de plusieurs Kinois sur la situation sécuritaire qui prévaut à Ouvira. Pour les uns, le gouvernement doit avancer dans les fronts diplomatiques comme le veut le président de la République sur la restauration de la paix effective. Vraiment, c'est tellement très triste ce que nous sommes en train de constater à Ouvira. Ce sont nos frères qui sont en train de mourir là-bas. Nous sommes vraiment très touchés par la situation qui est en train de se passer là-bas avec les rebelles du M23 AFC. Bon, le gouvernement a déjà entamé le processus d'accord. Je crois que c'est le processus qui doit beaucoup encore s'investir davantage pour que ces accords soient appliqués. Parce que nous voyons que s'ils veulent appliquer la méthode de guerre, il y aura encore beaucoup plus de victimes parce que les ennemis sont déjà là-bas. Donc il faut s'investir dans cet accord-là pour que ça soit respecté, que les ennemis puissent dégager et que nos frères soient libres. D'autres, par contre, estiment que le mot des résolutions des accords ne serviront à rien et appellent le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la restauration effective de la paix et de l'intégrité nationale. Moi, par exemple, de manière générale, je n'ai jamais cru ou accepté le mode de résolution du conflit armé dans notre pays qui met beaucoup d'accent sur des solutions diplomatiques. Parce que je sais que la diplomatie n'apportera jamais une solution dans ce pays. Vous savez, les Romains disent « Si vis pacem parabellum ». Si vous voulez la paix, préparez la guerre. Donc je pense qu'au lieu de nous distraire avec des accords, imaginez-vous la ville d'Ouvira, les M23 et l'AFC cherchent à contrôler cette ville au moment où le gouvernement... Donc c'est mieux de vous regarder, au lieu de regarder l'objectif, excusez-moi. Donc au moment où des accords sont en train d'être signés à Washington, c'est en ce moment-là que les M23 et l'AFC vont pour chercher à prendre la ville d'Ouvira. Toutefois, l'opinion se demande quel serait l'apport des organisations internationales des droits humains et l'apport réel des Nations Unies pour mettre fin à ces hostilités. Vous venez plutôt de suivre les réactions de Kinois suite à ce qui se passe dans la ville d'Ouvira, cette ville qui a été prise par les rebelles de l'FC M23 appuyés par l'armée rwandaise. Je disais tantôt que le gouvernement provincial du Sud Kivu a, dans un communiqué, a publié ce 11 décembre que la ville de Baraka, en territoire de Fizi, devient provisoirement le chef-lieu de la province. Dans ses communiqués, le gouverneur Jean-Jacques Pourouzi dresse un bilan accablant de violences survenues dans plusieurs localités, notamment Kamanyola, Katogota, Luvungi, Bouiguera, Luberizi, Moutaroulé, Lemera, Sangué et Kiliba jusqu'à Ouvira. Selon lui, 413 civils ont été tués par balles, grenades et autres engins explosifs, parmi lesquels de nombreux enfants, de femmes et de jeunes. Didier Ilunga.
La situation humanitaire à Uvira reste alarmante. Plus de 200 000 personnes ont été forcées de fuir la ville dans des conditions extrêmement précaires sans bénéficier d'une assistance humanitaire suffisante. Face à cette crise, le gouvernement provincial appelle la communauté nationale et internationale à mesurer la gravité des violations des droits humains en cours. Il alerte également sur le risque d'un nouveau carnage à grande échelle et exhorte à une mobilisation urgente pour protéger les civils et rétablir durablement la sécurité dans l'est de la RDC. Dans un communiqué signé depuis Baraka, les autorités locales dénoncent un carnage attribué à l'AFC M23 présenté comme soutenu par le Rwanda et des mercenaires. Le document fait état d'un bilan provisoire particulièrement lourd. Plus de 413 civils auraient été tués par balles, grenades ou explosions dans plusieurs localités. Kamanyola, Katogota, Luvungi, Bwegera, Luberizi, Mutaroule, Lemera, Sangé et Kiliba, ainsi qu'à Uvira même. De nombreuses femmes, enfants et jeunes figuraient parmi les victimes. Le gouvernement provincial accuse par ailleurs des forces spéciales rwandaises d'avoir pris le contrôle d'Uvira le 10 décembre, entraînant ces pertes humaines massives dans la plaine de la Ruzizi. L'AFC M23 a revendiqué la prise de la ville dans une vidéo tournée devant la mairie. Le communiqué précise toutefois que la ville était restée relativement calme du 9 au 10 décembre au matin. On va revenir à Kinshasa où la première ministre Judith Suminwa a honoré 5 défenseurs congolais de droits humains lors de la 2e édition du prix Julien Lusenge, une cérémonie marquée par un plaidoyer fort en faveur de la reconnaissance du génocide congolais et du renforcement de la protection des activistes dans un pays où les violations demeurent un défi majeur. Dans Momat. Pour la 2e année consécutive, le ministère des Droits humains, en partenariat avec le Bureau conjoint des Nations Unies pour la défense des droits de l'homme, a célébré les défenseurs et défenseurs des droits fondamentaux à travers le prix Julien Lusenge, remis en présence de la première ministre Judith Suminwa. Sous le thème national « Reconnaître les génocides congolais, un acte de justice pour les victimes », l'édition 2025 a mis en lumière 5 lauréats: Abongolu Balanga Feza, Fura Irène, Fura Mushigu Anne, Katonga Gentil et Lumo Musengezi Raphaël, sélectionnés pour leurs actions courageuses dans la défense des droits humains. Prenant la parole, la chef du gouvernement a rappelé l'importance de ces rendez-vous désormais incontournables. Les prix Julien Lusenge illustrent la volonté du gouvernement de reconnaître, promouvoir et encourager les actions des défenseurs des droits humains à travers le pays, a déclaré Judith Suminwa, évoquant la vision présidentielle qui place le droit fondamental au cœur des politiques publiques. Elle a également insisté sur la mise en œuvre effective de la loi 23/027 du 15 juin 2023, un texte de référence pour la protection des défenseurs. À sa suite, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, a élargi la réflexion au secteur socio-économique. Nous devons préserver les droits humains en RDC. Les employeurs doivent respecter les droits des travailleurs car ils méritent tous les avantages qui leur reviennent, a-t-il lancé, rappelant les priorités du programme d'action du gouvernement. L'un des lauréats, Lumo Musengezi Raphaël, a plaidé pour que ces prix deviennent une tradition institutionnelle. Le prix rend hommage à Julienne Lusenge, pionnière de la lutte contre les violences sexuelles et icône de droits humains en RDC, reconnue et décorée sur la scène internationale. Son parcours, marqué par son engagement au sein de Sofepadi et du Fonds pour les femmes congolaises, reste une source d'inspiration pour toute une génération de militants. J'ai annoncé au début de ce journal, au nom de la première ministre Judith Suminwa, Adolphe Muzito a défendu ce jeudi devant le Sénat le projet de loi de finances 2026. Point central, le budget initialement fixé à 20 milliards de dollars par le gouvernement a été relevé à 22 milliards après examen avec le FMI et un amendement de l'Assemblée nationale. Une hausse qui s'inscrit dans une trajectoire triennale de montée en puissance fiscale et qui doit soutenir les priorités nationales des infrastructures à l'amélioration du revenu des Congolais. Encore une fois, dans Momat. Face au sénateur, Adolphe Muzito a expliqué que cette loi de finances s'inscrit dans une perspective triennale avec une progression de la pression fiscale allant de 12% en 2026 à 13% en 2027,
puis 15% en 2028. L'objectif, atteindre la moyenne d'Afrique subsaharienne de 17% d'ici 2030. Un effort qui doit permettre au pays de financer sur ressources propres la défense, la sécurité, l'amélioration des salaires des agents publics, mais aussi des grandes infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires à hauteur de 15 milliards de dollars. Le vice-premier ministre affirme que ces efforts pourrait faire dépasser au revenu annuel par habitant le seuil de 1000 dollars d'ici 2030, faisant passer le Congolais d'un revenu inférieur à 2 dollars par jour à plus de 3 dollars. Mouzito a également souligné que le contexte macroéconomique s'est amélioré depuis les dépôts initiaux du budget. Appréciation du franc congolais, recul de l'inflation et une meilleure prévisibilité budgétaire. À la suite des discussions techniques avec le FMI qui avait fixé un plafond de 19 milliards en raison des variations des recettes extérieures, l'Assemblée nationale a finalement relevé des budgets à 22 milliards de dollars, soit une hausse de 15,5%. Le projet présenté intègre plusieurs réformes structurelles majeures: digitalisation des procédures, modernisation de la TVA, élargissement de l'assiette fiscale et renforcement de l'impôt sur les revenus. Ces réformes doivent permettre un accroissement substantiel des recettes et une meilleure qualité de la dépense publique, notamment grâce à l'assainissement du fichier de paye. Comparé à celui de 2025, les budgets 2026 se distinguent par une forte augmentation des dépenses d'investissement fixées à 7 milliards de dollars, soit 36% du budget général. Les transferts et subventions atteignent, eux, 2 milliards, notamment pour soutenir la relance des entreprises publiques, financer la recherche, la subvention pétrolière et renforcer les transferts aux provinces. Avec ce projet de loi des finances, désormais soumis à l'examen du Sénat, le gouvernement dit porter une ambition claire, construire un Congo de grandeur. D'une bonne nouvelle au drame, après la pluie torrentielle qui s'est abattue dans la journée du mercredi 10 décembre 2025 qui a provoqué l'effondrement du pont Villé sur le rivière Kalamou et celui de Lufikou. Nous sommes là dans la province du Congo central, dans la ville de Boma. La sénatrice Nefertiti Ngoudianza Bayokisa Kisula a alerté à travers une motion d'information en chambre haute du Parlement lors de sa plénière de ce jeudi 11 décembre, la qualité des infrastructures dans le province et les drames humanitaires qui va nécessiter une prise en charge adéquate. Écoutez Nefertiti Ngoudianza. Merci honorable président pour la parole. Je serai très courte. Je voudrais ici informer à l'Assemblée plénière qu'aujourd'hui la province du Congo central a connu une tragédie. Nous avons connu, suite à la forte pluie qui s'est abattue sur le pays, 2 ponts majeurs de la ville de Boma qui se sont écroulés, faisant sûrement beaucoup de morts parce qu'à ce stade, on ne sait vraiment pas dire combien de victimes il y a, et surtout que c'est un pont pour celui de la ville. On appelle ça pont de la ville de Boma. Malheureusement, c'est un pont qui est beaucoup utilisé par les usagers des motos et les piétons. C'était le matin, beaucoup de personnes étaient sur le pont. Malheureusement, le pont s'est écroulé et il n'y a que 2 personnes qui ont pu être sauvées. Il y a un autre pont encore, le pont Sokol, qui est près du stade de Boma, qui s'est aussi écroulé. Donc, j'aimerais que la plénière en soit informée. Peut-être dans les jours qui viennent, nous aurons le compte sur le nombre de victimes, mais c'est ici aussi l'occasion pour nous d'insister encore et encore sur la qualité des infrastructures que nous avons en province. Voilà ce que je voulais mettre, l'information que je voulais mettre à votre disposition. Ayons ces temps de garder nos populations dans vos prières parce que c'est une tragédie. Nous n'en connaissons pas encore le bilan. Merci. Rendons-nous au Kasaï oriental où le gouverneur Jean-Paul Mbouemboué Kapo était ce mercredi au siège du Fonds de promotion de l'industrie à Kinshasa. Donc le gouverneur qui s'est déplacé du Kasaï oriental à Kinshasa pour rencontrer le directeur général Hervé Claude Ntumba Batukonke, le numéro 1 de la province, est venu faire le suivi de plusieurs projets financés par l'UFPI dans son entité. Suivez.
Le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouemboué Kapo, était ce mercredi au siège du Fonds de promotion de l'industrie à Kinshasa pour rencontrer le directeur général Hervé-Claude Ntumba Batokonké. Le numéro 1 de la province est venu faire le suivi des plusieurs projets financés par le FPI dans son entité. Parmi ces projets, on peut citer l'hôpital général de la Mouya, l'hôpital Jean-Baptiste, l'unité de transfusion sanguine, l'école Kalenda Moudichi, la centrale photovoltaïque de Chipuka et autres infrastructures. Jean-Paul Mbouemboué nourrit aussi l'ambition de créer une société minière du Kasaï pour l'exploitation du diamant et d'autres ressources minérales. Il a présenté ce projet au DG Batokonké qui a une large expérience dans le financement des projets car, avec son carnet d'adresses, le DG du FPI est capable de trouver des partenaires crédibles pour une telle initiative avec ou sans l'implication du FPI. Le DG du FPI a, en outre, encouragé le gouverneur à développer l'agro-industrie. Revenant sur les projets financés par le FPI, le DG Batokonké a donné des assurances à son interlocuteur. Le FPI a débloqué des fonds et certains projets sont déjà exécutés, tandis que d'autres ont connu des difficultés dues à certaines pesanteurs, dont celles liées aux entreprises ayant gagné les marchés et celles relatives aux agences d'exécution locales. Pour le DG Batokonké, la lenteur dans la réalisation de certains projets en Mbuji-Mayi n'est pas due au FPI, mais plutôt aux autres paramètres que l'on peut surmonter. Le gouverneur Mbouemboué a été reconforté par les assurances données par le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie. On devait échanger avec le DG par rapport à l'avancement de ces travaux. Il y en a qui souffrent et nous devions échanger et avoir vraiment la bonne vision ensemble pour continuer ces travaux. Il m'a donné certaines réponses que d'ici le mois de janvier, on pourra reprendre certains projets tels que le projet de l'école Kalenda Moudichi, il y a l'hôpital Saint-Jean-Baptiste et bien d'autres projets. Les deux personnalités ont convenu de suivre attentivement l'aboutissement de tous les projets au bénéfice de la province et de la population. Il faut noter qu'avant la visite du gouverneur du Kasaï oriental au FPI, le DG Hervé-Claude Ntumba Batokonké fait régulièrement le point avec ses collaborateurs qui travaillent sur le projet du Grand Kasaï conformément au programme présidentiel accéléré de lutte contre les inégalités. Et puis dans le secteur du sport, la création d'un centre de performance et de métier du sport a été au cœur de la rencontre tenue mercredi 10 décembre 2025 entre le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association et l'Agence française de développement à Kinshasa. Ces projets majeurs nés des engagements pris par les présidents congolais Félix Tshisekedi et français Emmanuel Macron visent à doter la RDC d'une infrastructure moderne destinée à structurer et professionnaliser le secteur sportif. Suivez. Le centre technique de la Fédération congolaise de football association Baudouin-Koura-Rampova, situé au quartier Kinkole dans la commune de Lansele à Kinshasa, va être doté bientôt d'un centre de développement de métiers de sport. C'est ce qui ressort d'une audience que la présidente de cette structure sportive, Maître Belinda Luntadila, a accordée ce mercredi 10 décembre 2025 au directeur de l'Agence française de développement, Hervé Conan, dans la maison du football congolais dans la commune de La Gombe à Kinshasa. Ces projets indique la cellule de communication de la FECOFA est une initiative conjointe de président Emmanuel Macron de la France et Félix Tshisekedi de la RDC avec l'appui de la Fédération internationale des football associations. Selon Hervé Conan, directeur de l'FD, le centre technique national de la FECOFA a été retenu comme site privilégié pour abriter ces futurs centres. L'Agence française de développement, en lien avec des engagements qui ont été pris entre nos deux présidents, le président Macron et le président Tshisekedi, sont donnés pour objectif de développer ici à Kinshasa un centre de performance et des métiers du sport. Et l'un des lieux qui est privilégié pour la construction de ce centre de performance et des métiers du sport, c'est le centre d'entraînement, le centre technique national du football de la FECOFA. Et donc nous avons rencontré le CONOR et la présidente pour échanger autour de ce projet, regarder la manière dont on pourrait développer ce centre de performance des métiers du sport au bénéfice de l'ensemble des sports ici en RDC et en particulier du football, voir les synergies que l'on peut avoir. Et ce programme s'inscrit dans le cadre d'un partenariat que nous avons également avec la FIFA,
partenariat important que nous menons dans de nombreux pays et nous espérons que ce projet unique pour nous, l'AFD, puisse se mettre en œuvre dans les meilleurs délais en RDC au bénéfice de l'ensemble des sports et aussi au bénéfice des léopards dont on souhaite le meilleur pour les compétitions à venir et en particulier la CAN. Ces programmes s'inscrivent dans une dynamique de coopération internationale renforcée en partenariat avec la FIFA. C'est un projet qui, en cas de concrétisation, donnera une valeur ajoutée à ces centres longtemps ternis dans la boue. Une fois opérationnels, selon les analystes sportifs, les centres devraient offrir un véritable levier de développement pour le sport congolais et constituer un atout supplémentaire pour les équipes nationales, les léopards. Place à présent à l'actualité à plusieurs kilomètres du territoire de la République démocratique du Congo. Les échanges commerciaux entre l'Afrique du Sud et les États-Unis connaissent une évolution paradoxale en 2025 alors que Washington multiplie le surtaxe et que l'accord préférentiel AGOA est arrivé à son terme. Les exportations sud-africaines vers le marché américain ont pourtant enregistré une croissance spectaculaire. Entre janvier et octobre, elles ont progressé de 37%, passant de R12,4 milliards à R17 milliards. Gigi Nende. Les échanges commerciaux entre l'Afrique du Sud et les États-Unis connaissent une évolution paradoxale en 2025. Alors que Washington multiplie les surtaxes et que l'accord préférentiel AGOA est arrivé à son terme, les exportations sud-africaines vers le marché américain ont pourtant enregistré une croissance spectaculaire. Entre janvier et octobre, elles ont progressé de 37%, passant de R12,4 milliards à R17 milliards. Cette performance tient en grande partie à l'envolée des prix des métaux précieux dont la demande mondiale reste forte. Depuis début 2025, les États-Unis ont imposé une série de taxes qui frappent durement l'économie sud-africaine. 25 à 50% sur l'acier et l'aluminium, 25% sur le secteur automobile et surtout une taxe universelle de 30% sur l'ensemble des produits sud-africains depuis août. À cela s'ajoute la disparition de l'AGOA qui grandissait jusque-là un accès en franchise de droits pour de nombreux secteurs dont l'automobile, l'agriculture et le textile. Malgré ces obstacles, certains exportateurs s'adaptent. Les entreprises proposant des produits transformés ou à forte valeur ajoutée réussissent à absorber partiellement les surtaxes, tandis que les matières premières, souvent exemptées, maintiennent un flux commercial significatif. La Commission économie, finances et plans du Centrafrique a adopté le rapport général du projet de loi de finances 2026, un budget offensif qui mise sur l'investissement public et un renforcement de recettes intérieures pour atteindre une croissance de 3,5% dans un contexte économique encore fragile, avec des ressources totales projetées à 368,43 milliards de francs CFA. L'enjeu est d'assurer les priorités sociales tout en maintenant la discipline budgétaire. Toujours Gigi Nende. Le gouvernement engage une stratégie volontariste pour 2026, renforcer les recettes propres attendues en hausse de 11,18%, soit 206,80 milliards de francs CFA. Les régies fiscales se voient assigner des objectifs élevés. La Direction générale des impôts et des douanes, 79 milliards de francs CFA, soit plus 12% par rapport à 2025. La douane, 75,80 milliards de francs CFA, un record depuis 7 ans. Mais cette ambition intervient alors que les dépenses augmentent et que les investissements publics reculent légèrement de 2,6%. Face des fragilités subsistent, le fonds d'entretien routier accuse près de 1,6 milliard d'arriérés, retardant les chantiers de désenclavement. Le fonds de développement forestier, lui, plafonne à 42% de recouvrement, révélant une filière encore sous-performante.
Dans ce contexte, la lutte contre l'évasion fiscale s'intensifie. Entre discipline fiscale, volonté de transparence et ambition de relance, le budget 2026 s'appuie sur une équation exigeante. Le gouvernement appelle à un vote rapide pour sécuriser les programmes sociaux et les infrastructures prioritaires. Le véritable défi reste la matérialisation des résultats sur le terrain dans une économie marquée par l'informel et des attentes citoyennes fortes. 2026 dira si ce pari budgétaire peut devenir un levier durable de confiance et de croissance. Place à présent, mesdames, messieurs, à la lecture de journaux parus dans la ville en ces 11e jours du 12e mois de l'année 2025 avec la sélection et les commentaires de Domomat. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les nouveaux observateurs parlent d'une situation où c'est la révolte, même davantage que ses sentiments. Alors que Kinshasa jubilait après la signature de l'accord de paix du vendredi 5 décembre à Washington, 5 jours plus tard, Uvira est investi par l'FC M23, ouvertement soutenu par le troupe rwandaise RDF. C'est mercredi 10 décembre 2025, les hommes de l'FC M23 entrent dans cette ville frontalière de Bujumbura sans combattre, tandis que les FARDC et les Wazalendo quittent la veille pour se réfugier au Burundi afin d'éviter un bain de sang. Pour les nouveaux observateurs, cette situation remet en cause l'accord susmentionné et oblige Kinshasa à changer des fusils d'épaule. Kinshasa n'a d'autre choix que de modifier entièrement sa stratégie par rapport à la réalité sur le terrain. La référence plus estime que ce qui semblait comme une rumeur ne l'était pas du tout, mais une vérité latente, car la situation à l'Est, principalement dans Uvira, a évolué à grands pas malgré l'appel du porte-parole Patrick Muyaya à se méfier du poison rwandais. Pour la consoeur à Uvira, ce ne sont pas seulement des positions militaires qui sont tombées, mais une part de la crédibilité du processus de Washington ainsi que celle du garant politique de l'accord signé le 4 décembre. Désormais, les Congolais veulent voir si Donald Trump pèsera de tout son poids pour sa crédibilité ou le sera se faire humilier par Paul Kagame, buvant son calice d'humiliation jusqu'à la lie, une posture qui serait comprise comme sa complicité avérée. La Prospérité rapporte que le gouvernement, par la voix de Patrick Muyaya, fustige l'inaction internationale face aux offensives du M23 soutenues par l'armée rwandaise. Après la chute d'Uvira, au lendemain de la signature historique de l'accord de Washington, Kinshasa veut des mesures plus drastiques contre Kigali pour le pousser à retirer ses troupes et favoriser une paix voulue, durable et définitive. Le ministre intervenant le mercredi 10 décembre 2025 sur la RTNC a alerté sur une situation inacceptable et réaffirmé la détermination du président Tshisekedi à défendre la souveraineté et l'intégrité du territoire national jusqu'au bout. Enfin, Géopolis Hebdo nous amène sur un autre sujet avec la réunion du comité de suivi des prix des produits de première nécessité. Daniel Nkoko-Samba rassure, le gouvernement avance sur la tarification de la TVA pour les produits essentiels et sur l'application du SMIC. Une task force est créée pour renforcer la compétitivité des entreprises agro-industrielles locales, réduire la dépendance aux importations et stabiliser le prix. Pour la population, une TVA mieux encadrée protège le pouvoir d'achat, un SMIC mieux appliqué, garantit un revenu minimum et les soutiens aux industries locales pourraient réduire la pression inflationniste. Fin de cette revue de presse, au revoir. Fin donc de cette revue de presse et par la même occasion, fin de ce journal. Rappel de 3 principaux titres. Adolphe Mouzito, VPM du budget, a défendu le projet de loi devant le Sénat, le projet de loi de finances 2026. Le budget initialement prévu à 20 milliards est passé à 22 milliards après examen avec le FMI. Vous avez eu des détails. Et puis le gouvernement provincial du Sud Kivu a annoncé que la ville de Baraka, en territoire de Fizi, devient provisoirement le chef-lieu de la province. Le gouverneur qui a également évoqué
que 413 civils ont été tués par balles, grenades et autres engins explosifs. Et puis à l'international, les échanges commerciaux entre l'Afrique du Sud et les États-Unis ont connu une évolution paradoxale avec une progression de 37%. C'est donc la fin totale de ce journal, madame, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. Une toute petite pensée avant de nous séparer. Restez haineux et jaloux envers les autres. Vous connaîtrez une stagnation éternelle. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.